Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans votre rendez-vous santé hebdomadaire Diagnostic. Nous parlerons aujourd'hui de l'un des ennemis de notre santé qui évolue silencieusement, ce sont les dyslipidémies. Alors, cholestérol élevé, des triglycérides en excès, c'est des anomalies fréquentes, parfois découvertes fortuitement ou par hasard, mais qui peuvent pourtant causer des complications cardiovasculaires sévères et graves lorsqu'elles ne sont pas prises en charge. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? À partir de quand le risque devient réel? Et surtout, comment prévenir, dépister et traiter efficacement ces dyslipidémies? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir nos invités ce soir. Docteur Khouas Lilia, vous êtes médecin spécialiste en médecine interne. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci. Alors aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Benseman Nabila. Vous êtes médecin et spécialiste en nutrition clinique. Bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Widette, je vous remercie de cette invitation avec plaisir. Merci. Alors, Dr Tahar Boucht Asma, j'ai le plaisir aussi de vous recevoir. Vous êtes cardiologue à l'hôpital Dr Maouch Mohand à Mokran, ex-CNMS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Notre médecin chroniqueuse, elle est là chaque semaine, Dr Abdelmoumen Sarah. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci docteur, bienvenue à nos consoeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cholestérol un peu particulier, celui qu'on hérite indépendamment de notre alimentation. Je vous en dirai un peu plus dans ma chronique. Très bien, alors tout d'abord, on va commencer par décrypter cette maladie, donc les dyslipidémies, ces anomalies qu'on a sur nos bilans, donc notre bilan lipidique. Alors, qu'est-ce que les dyslipidémies? Quelles sont les différentes anomalies rencontrées? Alors, c'est pour vous, docteur Khouas Lilia. Donc, expliquez-nous brièvement qu'est-ce que les dyslipidémies. D'accord. Alors, c'est quoi une dyslipidémie? Une dyslipidémie, c'est une augmentation de la concentration des graisses et leur accumulation dans le sang. Ces graisses sont appelées lipides. Donc, quand on a une augmentation ou un déséquilibre de ces lipides, on appelle ça une dyslipidémie. Donc, ça peut être soit une augmentation du cholestérol seul, dans sa portion LDL, ou une baisse du bon cholestérol HDL, ou alors une augmentation des triglycérides, ou bien les deux. Donc, on peut avoir aussi des dyslipidémies mixtes. Très bien. Voilà. Donc, pourquoi c'est si important d'en parler? Parce que c'est une pathologie qui est assez fréquente, elle est en augmentation. Et elle est pourvoyeuse de complications, surtout les complications cardiovasculaires. On cite l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux. Et c'est pourquoi on insiste sur le dépistage qui est très très important, très facile à faire, puisque ça se fait par une simple prise de sang. Donc un simple bilan, une prise de sang, la personne, elle peut aller voir si elle a une dyslipidémie ou pas. Donc vous avez parlé des complications cardiovasculaires et docteur Tahar Boucht, justement, donc en quoi ces anomalies lipidiques représentent-elles un danger sur notre cœur et nos vaisseaux? Alors très bien, il faut savoir que la dyslipidémie, notamment le LDL cholestérol, alors cet LDL cholestérol va stimuler les phénomènes athérosclérotiques ou bien l'athérosclérose. Grâce à l'athérosclérose, il faut savoir c'est quoi l'athérosclérose. En fait, c'est une maladie inflammatoire chronique qui va former des plaques d'athérosclérose, c'est des plaques de cholestérol sur la paroi des artères. C'est une accumulation du gras au niveau des artères. Exactement. Alors c'est l'LDL cholestérol qui va traverser la paroi des artères. Et puis cet LDL cholestérol, il va s'oxyder, il va stimuler une cascade inflammatoire. Et l'ensemble de l'inflammation plus l'LDL cholestérol oxydé va former les plaques d'athérosclérose. Alors cette plaque d'athérosclérose va diminuer le diamètre des artères. Et quand le diamètre des artères se rétrécit, on aura les symptômes cliniques ou bien les maladies cardiovasculaires telles que l'angine de poitrine c'est une douleur thoracique qui survient à l'effort, ou bien cette plaque d'athérosclérose quand elle est fragile, elle peut se rompre, elle peut se fissurer.
Et là, on peut avoir un syndrome coronaire aigu tel que la crise cardiaque ou bien l'infarctus de myocarde. On peut avoir aussi l'AVC, c'est des L'accident événements vasculaire exactement, cérébral. c'est des événements cardiovasculaires Ischémiques, graves. surtout. Exactement, ischémiques. Très bien. C'est- Alors, donc Voilà. c'est des complications cardiovasculaires graves qui peuvent causer un handicap, qui peuvent causer le décès du patient aussi. Exactement, c'est le pronostic vital du patient et c'est le pronostic vital par l'insuffisance cardiaque et peut aussi le décès immédiat du patient suite à une crise cardiaque ou bien un AVC, c'est le pronostic fonctionnel du patient. Exactement. Donc c'est des complications graves. Tout à fait. Donc, c'est d'où l'intérêt du dépistage, comme l'a dit docteur Khouas tout à l'heure. Alors, docteur Benseman, en consultation, une question qui revient à chaque fois. Donc, les malades nous posent toujours la question, est-ce que les dyslipidémies sont causées par l'alimentation uniquement ou existe, on va dire, est-ce qu'il existe d'autres causes ou facteurs de risque pour ces dyslipidémies? Je vous remercie de cette question parce qu'éventuellement, il faut savoir que 25% du cholestérol vient de notre alimentation, en effet. Mais 75% du cholestérol du corps vient de notre propre corps parce qu'on ne peut pas vivre sans cholestérol. Le cholestérol est vital pour nous, le bon cholestérol, j'insiste. Pourquoi? Parce que le cholestérol, il est important pour la fabrication de nos hormones stéroïdiennes, à savoir la testo, la progestérone, le cortisol, l'œstrogène. On ne peut pas vivre sans cortisol, par exemple. La fabrication de notre vitamine D, il faut du cholestérol. Donc si on n'a pas du cholestérol, on ne pourra pas avoir de vitamine D. Les acides biliaires aussi, on en a besoin pour avoir du cholestérol. Et il faut savoir que le cholestérol est neuroprotecteur. C'est-à-dire que par rapport à la gaine de myéline, il faut qu'il ait du bon cholestérol pour que notre gaine de myéline soit protégée. Donc la question c'était... En dehors de ces facteurs génétiques, effectivement, il y a donc une cause soit hygiéno-diététique qui est vraiment déséquilibrée, on en reparlera après amplement, ou bien des maladies associées comme le diabète, comme l'insulinorésistance, comme des hypothyroïdies, des stéatoses hépatiques, une insuffisance rénale par exemple chronique qui peut perturber le bilan lipidique et on peut avoir un excès de LDL, une baisse de HDL, un excès de triglycérides et avec toutes les conséquences encourues et qui ont parlé, mes collègues ont parlé de ça. D'accord, très bien. Donc, et puis, on a toujours nos patients qui, quand ils ramènent le bilan lipidique, ils font des analyses au laboratoire et généralement, ils ne comprennent pas. Depuis tout à l'heure, déjà, on disait LDL, HDL, triglycérides. Donc, docteur Sarah, donc, expliquez-nous déjà comment on peut interpréter en tant que patient. Nos chers téléspectateurs, ils sont là, j'imagine que plusieurs, vous avez déjà fait un bilan lipidique et vous n'avez pas compris qu'est-ce que la signification de toutes ces, on va dire, ces appellations. Exactement. Alors, quand on parle de bilan lipidique, c'est simplement les graisses qui circulent dans notre sang. Et surtout, le médecin, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'influence que cette graisse a sur vos artères et votre cœur. Donc, généralement, on parle de cholestérol. Depuis tout à l'heure, on dit cholestérol. On a le cholestérol total qui représente le cholestérol global. Mais à lui seul, il ne nous donne pas toutes les informations. C'est sa répartition qui compte. Et c'est pour ça que dans le bilan lipidique, vous avez HDL, LDL, triglycérides et certains laboratoires donnent même les rapports entre ces différentes items. Nous allons commencer par le LDL. Tout à l'heure, notre cancer avait dit bon cholestérol, mauvais cholestérol. Nous allons comprendre pourquoi. Le LDL, qu'on appelle communément le mauvais cholestérol, je préfère l'appeler cholestérol transporteur. Parce que c'est lui qui va transporter votre cholestérol aux cellules. Donc, c'est un transporteur. Donc, il va transporter le cholestérol vers les cellules, qui est très, très important, comme l'a dit à l'instant docteur. Donc, très important pour notre vie, mais en excès, il va se fixer aux artères, donner les plaques d'athérome, comme elle a dit notre cardiologue, et là, donner des obstructions. Donc, le LDL, qu'on appelle mauvais cholestérol, c'est lui qui nourrit nos cellules, mais en excès, il va léser nos artères. En deuxième lieu, on a le HDL, qui lui va jouer un rôle protecteur, et c'est pour ça qu'on l'appelle le bon cholestérol. Et de là, le bon cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va accumuler l'excès de cholestérol, l'apporter au foie pour qu'il soit éliminé. Et de là, c'est son rôle de bon cholestérol. Donc on va dire que ce LDL cholestérol, c'est en quelque sorte le nettoyeur de nos artères, le nettoyeur naturel de nos artères. En dernier lieu, les triglycérides.
à quoi ça sert et pourquoi votre médecin vous le demande dans le bilan lipidique, c'est un facteur de risque également. Mais avant que ça soit un facteur de risque quand c'est élevé, c'est surtout notre énergie. Il vient de notre alimentation, le sucre et les graisses. Voilà. Mais c'est une énergie, on en a vraiment besoin. Quand il est en excès, c'est un facteur de risque également cardiovasculaire et pour les pancréatites aussi, les hypertriglycérides. Métabolique, un risque métabolique. Exactement, aussi. en général, le risque métabolique. Donc, ce bilan lipidique que votre médecin vous prescrit tout le temps, c'est pas que des chiffres, c'est une analyse et surtout leur interprétation nous donne des informations sur vos artères et comment on va traiter et protéger votre cœur. Très bien. Alors, c'est justement tous ces chiffres-là qui vont nous renseigner par rapport à votre état des artères. Mais généralement, c'est silencieux ce qui se passe au niveau de nos artères et c'est ce qui rend ces anomalies redoutables et, on va dire, avoir un risque cardiovasculaire qui est élevé. Et justement, docteur Tahar Boucht, peut-on faire un infarctus du myocarde ou on va dire un accident vasculaire cérébral sans qu'il y ait des symptômes auparavant, c'est-à-dire des symptômes avant-coureurs qui vont nous alerter par rapport à ces deux événements cardiovasculaires? Oui, effectivement, c'est le cas de l'hypercholestérolémie familiale. Alors en fait, c'est quoi l'hypercholestérolémie familiale? C'est une anomalie du bilan lipidique chez des patients jeunes et cliniquement sains. D'abord, il faut savoir que c'est une anomalie génétique. On peut l'évoquer quand on a des critères cliniques, biologiques et familiales. Aussi, les critères cliniques, plutôt on commence d'abord par les critères familiaux. Alors, les critères familiaux, c'est quand on a un incident cardiovasculaire dans la première apparenté, quand on a par exemple un antécédent d'hypercholestérolémie chez un parent de premier degré. C'est quoi le parent de premier degré? C'est un père, mère, frère ou sœur. Aussi, un critère biologique, un taux de LDL cholestérol très élevé, supérieur à 1,9 chez l'adulte ou bien 1,6 chez l'enfant. Et bien sûr, après des bilans répétés et après des mesures hygiéno-diététiques. Aussi, on a les critères cliniques. Les critères cliniques, c'est quoi les critères cliniques? Il y a certains symptômes cliniques tels que des xanthélésma. En fait, c'est quoi xanthélésma? C'est des plaques de cholestérol qui cumulées au niveau de l'œil ou bien au niveau de l'angle nasal. Oui. C'est en fait du gras sous la peau? Exactement, c'est l'accumulation du cholestérol sous-cutané. Très bien. Sous forme de plaques jaunâtres au niveau de la paupière, généralement de la paupière supérieure ou bien l'angle nasal. Aussi, on peut avoir des xanthomes tendineux. C'est une accumulation aussi de graisse au niveau des tendons, soit au niveau de la main ou bien au niveau de tendons d'Achille, au niveau des pieds. Aussi, on peut avoir un arc cornéen précoce. Alors, l'arc cornéen tout ça, précoce, c'est des symptômes qui peuvent orienter vers l'hypercholestérolémie familiale. Malheureusement, elle est sous-diagnostiquée et généralement, on la diagnostique après un événement cardiovasculaire. Oui. Donc, d'où l'intérêt du dépistage de cette pathologie. Donc, voilà. Dès qu'il y a une personne dans la famille déjà qui a fait un événement cardiovasculaire, il faut déjà dépister toute la famille. Exactement, voilà, c'est un critère clinique. Donc, si on a un événement cardiovasculaire chez un apparenté de premier degré, moins de 55 ans chez l'homme ou bien moins de 60 ans chez la femme, c'est un critère clinique, ou bien la notion d'hypercholestérolémie très élevée chez un apparenté de premier degré. C'est la même chose. C'est un critère aussi clinique qu'on doit évoquer, l'hypercholestérolémie familiale. D'accord, alors très bien. Docteur Khouass, il y a certaines situations qui, on va dire, c'est des situations cliniques qui surprennent les patients et même leur entourage lorsque la personne, elle est jeune et elle est mince, sportive, mais elle a justement ces troubles ou ces désordres dyslipidémiques. Donc, comment expliquer ça? Justement, alors il faut savoir que les causes les plus fréquentes des dyslipidémies, ça reste le surpoids, l'obésité, le diabète, une alimentation mal équilibrée, mais parfois dans de rares cas, ça survient chez les sujets jeunes.
Et quand ça survient chez un sujet jeune, il faut penser au terrain familial. Terrain génétique. Alors c'est quoi ce terrain génétique? C'est des anomalies, c'est des mutations au niveau des gènes qui codent par exemple pour le transporteur du LDL au niveau du foie. Alors, ça me fait rappeler un patient que j'avais. C'était un patient qui était âgé de 21 ans, qui était en parfaite santé, il n'était pas obèse. Et il nous a fait un épisode de pancréatite aiguë. Alors, c'est quoi la pancréatite aiguë? C'est une inflammation c'est une inflammation aiguë au niveau du pancréas. Quand on a essayé de rechercher l'étiologie, on a retrouvé une hypertriglycéridémie. Et quand on a poussé vraiment l'enquête étiologique, il s'est avéré que sa maman et sa sœur avaient aussi une hypertriglycéridémie. Oui, c'est rare, mais ça peut exister. Ça peut exister, voilà. Donc c'est, on va dire, les patients, surtout qui ont ce terrain génétique, même s'ils sont minces, ils sont sportifs, c'est des personnes qui sont jeunes et ils vont développer, enfin, ils ont ces dyslipidémies, ils vont développer des complications suite au désordre ou à cette élévation des paramètres lipidiques. Alors, justement, donc, en parlant de la pancréatite, il y a cette inflammation du pancréas, il y a plusieurs causes. Généralement, on parle de calcul biliaire, mais parmi les causes, il y a les causes métaboliques. C'est cette hypertriglycéridémie majeure, généralement. Et justement, quand on parle du le terrain métabolique, les patients qui sont obèses, justement, quelle est la relation entre dyslipidémie, obésité et justement donc le surpoids aussi? Voilà, docteur Ouass. D'accord. Alors, quand on parle d'obésité, quand on dit obésité, on dit accumulation de la graisse viscérale sur les organes. Donc, accumulation de la graisse, libération des acides gras au niveau du sang. Et donc ça en premier. En deuxième lieu, on a une insulinorésistance. Donc cette insulinorésistance, elle va favoriser un dérèglement de la fonction hépatique. Donc le foie, il va libérer plus de LDL cholestérol, le mauvais cholestérol. Il va moins fabriquer de bon cholestérol. Il va aussi surproduire les triglycérides. Et en parallèle aussi, il y aura une surproduction de substances inflammatoires. Donc tout ça va faire le lit de plaques d'athérome qui vont survenir après sur nos artères. Très bien. Alors, docteur Benseman, le mode de vie joue un rôle important donc, dans la survenue de ces dyslipidémies. Et justement, quels sont les aliments ou comportements alimentaires qui pourraient favoriser la survenue des dyslipidémies? Alors, c'est une question super intéressante parce qu'il faut savoir que quand vous dites hygiéno-diététique, donc quand je dis l'hygiène de vie, déjà, il faut éliminer la sédentarité parce qu'on est très sédentaire de nos jours, on est au bureau, on devient coach potato, on n'est pas dans l'activité, d'accord? On est dans nos voitures, on ne fait pas assez d'activité, donc on ne brûle pas assez. D'accord, on aura plus de stockage que justement de dégradation de cette graisse. Ensuite, sur le plan alimentaire, il faut savoir que l'alimentation de nos jours, avec la junk food, les sodas, les bonbons, les pâtisseries, les croissants, le pain blanc, tout ça, tout ce qui est pizza, quoi d'autre, shawarma et tout ça, c'est des calories vides, d'accord? Où est le vivant? Les gens se sont habitués avec cette alimentation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas saine, qui est pro-inflammatoire. Tout à fait. Surtout chez les jeunes, les enfants. Les jeunes, ils commencent très tôt. Moi, j'ai vu des enfants, des mamans donner des chips. Si la maman, je ne vais pas culpabiliser la maman, mais allez, il faut sensibiliser. Si un enfant, vous ne lui donnez pas de chips, il m'ira chercher les chips, c'est pas possible. Oui. Donc, par exemple, la limonade qu'on met dans le biberon, vous voyez, il y a plein de choses qui sont pro-inflammatoires. Si on revenait aux sources naturelles que Dieu a créées, ça veut dire l'alimentation vivante, que ça soit donc les fruits et légumes, les herbes, les épices,
qui sont Un déjà régime méditerranéen, comme ils ont fait nos grands-mères. nos parents, Voilà. nos grands-parents. Donc je D'ailleurs, pense qu'ils qui est ont recommandé. ils ont vécu beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. C'est Tout à ça. fait. Donc on le voit parce que moi quand je vois des patients de 12 ans en insulinorésistance, vous en avez parlé, en stéatose hépatique, qu'est-ce qui reste? Elle va commencer sa vie. Elle vient d'être adolescente. Il y a le bouleversement hormonal et tout, à avec un état inflammatoire pareil. Puis un syndrome des ovaires polykystiques et toutes les problématiques qui vont suivre justement. Fortement, exactement. Oui. Donc, si eux, ils pensent, enfin, les gens, ils pensent que c'est tout à fait normal, non. C'est des terrains, justement, qu'il faut reconnaître, identifier. C'est des terrains inflammatoires qui sont, justement, favorables à avoir des dyslipidémies et avec toutes les conséquences à cause de ces dyslipidémies qui est passé à côté. Oui, tout à fait. Alors, quand on parle de dyslipidémie, généralement, c'est la personne, dès qu'elle a le cholestérol qui est élevé, les triglycérides qui sont en excès, ça commence déjà le diabète, l'hypertension artérielle et tous les problèmes de santé et de maladies chroniques qui vont suivre. Et justement, docteur Tahar Boust, alors, l'association dyslipidémie, hypertension artérielle, diabète, donc en quoi cette association va augmenter le risque cardiovasculaire chez le patient? Alors, il faut savoir que c'est une association dangereuse, c'est un trio dangereux. Et aussi, il faut savoir que l'effet ne s'additionne pas, mais il se multiplie. Alors, l'effet du diabète, il va fragiliser fragiliser la paroi artérielle. Vient, on surajoute le LDL cholestérol, il va former encore des plaques d'athérosclérose d'une façon massive et extensive. Et une fois la plaque d'athérosclérose est formée, on surajoute l'effet de pression. Alors, l'effet de pression de l'hypertension artérielle, il peut par le fait, effet de pic hypertensif, il peut fissurer la plaque ou bien rompre la plaque. Et quand la plaque se fissure ou se rompt, bonjour au syndrome coronaire aigu ou bien à l'AVC. Le syndrome coronaire aigu, c'est la crise cardiaque. Donc, parce que quand la plaque se rompt, c'est l'infarctus de myocarde. Parce que quand tout simplement la plaque se rompt ou bien se fissure, l'extériorisation du noyau lipidique en contact avec le sang, il y aura formation d'un caillot sanguin et puis l'artère va se obstruer ou bien l'artère se ferme en totalité et on aura la crise cardiaque ou bien l'AVC. C'est pour ça il faut traiter chaque maladie à part. Et une fois on traite chaque maladie à part, on a traité l'athérosclérose et on peut prévenir les complications cardiovasculaires. Tout à fait. En parlant du risque cardiovasculaire, je veux profiter justement pour parler de ce que je rencontre moi en pratique courante. Mes patients, toujours, ils me ramènent le bilan lipidique. Ils se réfèrent toujours aux valeurs de référence du laboratoire et je pense que c'est une situation qu'on a tous vécue en tant que médecin. Donc, ils me disent toujours, docteur, mon cholestérol est dans les normes selon les valeurs de référence du laboratoire, je ne nécessite pas un traitement. Alors, il faut savoir que chaque patient, on estime son niveau de risque cardiovasculaire en fonction de ce qui a été dit tout à l'heure, docteur Tahar Boust, en fonction de l'âge, des antécédents familiaux, des antécédents du patient, est-ce qu'il a une maladie chronique ou pas, et en fonction de votre niveau de risque cardiovasculaire, on a des cibles LDL cholestérol ou mauvais cholestérol, pardon. Par exemple, si vous avez fait déjà un événement cardiovasculaire tel qu'un infarctus du myocarde, vous nécessitez, ou votre cible LDL cholestérol, c'est inférieur ou égal 0,55 g par litre. Si vous êtes à 1 g, c'est que vous n'êtes pas protégé et que vous pouvez faire un autre événement cardiovasculaire et vous nécessitez un traitement. Donc, je voulais insister pour faire cette petite remarque parce qu'à chaque fois, c'est une question qui revient dans ma consultation. Alors, docteur Khouas Lilia, donc, les patients qui doivent se faire dépister. Donc, on fait le bilan lipidique. Quand on a une maladie chronique, généralement, c'est le médecin qui va prescrire sur l'ordonnance chaque 3 mois le bilan lipidique pour chercher s'il y a une élévation ou perturbation de ce bilan. Mais si la personne, elle n'a pas de maladie chronique, comment elle fait pour justement se faire dépister? À quel rythme, on va dire? Alors, quand le sujet est normal, il n'a pas de facteur de risque, on doit se faire dépister. Donc, on doit faire le premier bilan à partir de 40 ans chez l'homme et à partir de 50 ans chez la femme. Plutôt quand elle est ménopausée ou quand elle est sous contraception œstroprogestative. Et le bilan, dans ce cas-là, quand... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Et à partir de 50 ans chez la femme, plutôt quand elle est ménopausée ou quand elle est sous contraception œstroprogestative. Et le bilan, dans ce cas-là, quand le premier bilan est normal, on doit le refaire 3 ans après. Par contre, quand le patient présente des facteurs de risque, il a le diabète, il est en surpoids, il a une obésité, il fait une stéatose hépatique, un syndrome des ovaires polykystiques, une hypertension artérielle, un diabète. Donc là, on doit se faire dépister plus précocement, donc dès l'âge de 25-30 ans. Voilà, et l'intervalle va se raccourcir dans ce cas-là. Et quand on a un premier bilan qui est normal, on doit refaire une année après. Et quand le bilan est anormal, on doit surveiller à peu près chaque mois, à chaque 3 mois, selon les cas. Très bien. Donc, c'est un rythme que le patient doit suivre justement pour se faire dépister en fonction des différentes situations que vous venez de citer. Exactement. Je veux juste rebondir sur un point. Oui. Par contre, si le patient, par exemple, il a des antécédents familiaux, il a un terrain familial, comme on l'a dit tout à l'heure, là, par exemple, si le sujet est jeune, on doit dépister toute sa famille. Donc, toute la famille doit faire un bilan lipidique. Très bien. Donc, alors, vous l'avez compris, justement, pour se faire dépister, il faut suivre les recommandations de Dr Rouas au rythme qu'elle vient juste de citer. Et puis, par rapport à ces dyslipidémies,
c'est la gravité, elle a déjà été citée par rapport aux événements cardiovasculaires et tout événement aussi métabolique. Docteur Tahar Boucht, donc pourquoi une dyslipidémie, même modérée, ne doit jamais être banalisée? Parce que depuis tout à l'heure, on insiste, on parle de ces dyslipidémies, on a parlé de l'alimentation, des facteurs génétiques, mais on est là pour dire justement il ne faut jamais banaliser même un petit taux de cholestérol élevé, parce qu'à chaque fois en consultation, ils nous disent j'ai un peu le cholestérol élevé. Alors qu'il faut même ce petit cholestérol élevé, il ne faut pas le banaliser. Bien sûr, il faut pas banaliser parce qu'on vient de dire qu'un LDL cholestérol peut former une plaque d'athérosclérose. Donc sur une longue durée, peut à long terme provoquer de l'athérosclérose et provoquer de plaques, et ces plaques, comme on avait dit, responsables des événements cardiovasculaires. Donc si on a une hypercholestérolémie même modérée, en fonction de son risque cardiovasculaire, on doit estimer le risque cardiovasculaire et on cible un seuil pour lequel ne doit pas dépasser. Il doit suivre des règles hygiéno-diététiques. Si ça ne donne pas, on doit instaurer un traitement médical. C'est dans le but de la prévention primaire. Très bien. Alors le suivi biologique s'inscrit aussi également dans la durée. Donc à quelle fréquence faut-il répéter ce bilan lipidique, docteur Rouas Lilia? Alors, quand chez un sujet normal, s'il fait un premier bilan et que c'est normal, donc il doit refaire au moins chaque 3 ans. Par contre, s'il a des facteurs de risque, si le premier bilan il est normal, il refait une année après. Quand c'est pas normal, là, le suivi doit être rapproché au moins chaque mois à chaque 3 mois, selon les cas. Très bien. Donc le médecin va lui prescrire le traitement chaque 3 mois, mais sinon, pour les personnes, on l'a dit tout à l'heure, qui n'ont pas cette dyslipidémie, ils peuvent se faire dépister donc une fois, puis après chaque 3 ans, faire un bilan lipidique s'il est normal. Tout à fait. Voilà. S'il n'est pas normal, on commence par les règles hygiéno-diététiques et on contrôle un mois après, puis chaque 3 mois. Très bien. Alors, docteur Benseman, on parle de l'alimentation beaucoup dans ce sujet de dyslipidémie, parce que c'est l'une des causes aussi, parce qu'il y a le terrain génétique, mais on a aussi cette cause d'alimentation, régime alimentaire qui n'est pas adapté. Alors, pourquoi les régimes ponctuels ne permettent pas de corriger durablement cette dyslipidémie? Vous avez bien dit ponctuel. Il faut dire que la dyslipidémie, ce n'est pas un phénomène aigu, c'est un phénomène chronique, c'est une perturbation donc métabolique chronique. Et disons qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils se rendent compte qu'il y a une dyslipidémie, c'est vrai qu'ils ont peur des risques cardiovasculaires, des complications dues à ce dyslipidémie. Donc ils arrivent à décider. Donc ils prennent conscience du danger, ils font des rééquilibrages alimentaires, des restrictions alimentaires, d'une manière aléatoire, je peux dire, parce qu'il faut savoir que les rééquilibrages alimentaires doivent être personnalisés et médicalisés. Donc un suivi diététique suivi par un professionnel de santé est capital. Donc la question, vous avez dit, on va dire les régimes ponctuels. Ponctuels, oui, ça ne marche pas. Ça donne pour un moment, parce que on crée, donc on abaisse un moment, mais puis ça revient. Parce que le fond, on ne l'a pas pris en charge. On l'a pas pris en charge. Si la personne, si elle ne suit pas les bonnes manières et gestes à faire au long cours, parce que si on fait un régime maintenant et après on revient, on mange n'importe quoi, on ne suit pas les consignes du médecin, et surtout si on fait le régime restrictif, c'est là où ça reprend, dès qu'on reprend l'alimentation, ça revient et ce problème va réapparaître, cette dyslipidémie va réapparaître. D'où la question, on se pose pourquoi le cholestérol monte et pourquoi les triglycérides montent. Ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel, d'accord? Oui. Même par exemple des gens qui sont quand c'est familial, quand on le détecte avec elle a dit le docteur, avec une règle hygiéno-diététique, sans traitement, on peut améliorer justement le taux de ce cholestérol et de ce triglycéride. Donc ça donne. Donc pourquoi? Il faut rechercher. L'agenda alimentaire, il est comment? Son côté activité sportive, elle est comment? Son sommeil, il est comment? Est-ce qu'il est sous stress ou pas? Ses fonctions métaboliques, comment? Le foie, est-ce qu'il fonctionne correctement? Son microbiote, est-ce qu'il est au top? Sa thyroïde, est-ce qu'elle est au top? Ses acides biliaires aussi.
sa fonction rénale, tout ça, on est un corps. On est un corps. En parlant d'alimentation, docteur, par rapport, qu'est-ce qui peut élever le cholestérol? C'est surtout tout ce qui est gras, et par rapport aux triglycérides, c'est tout ce qui est sucré généralement. Essentiellement. Donc expliquez-nous brièvement, Alors, comme ça les c'est le mauvais téléspectateurs gras, ils vont en fait. comprendre. C'est le mauvais gras, tout ce qui est charcuterie, pâté, Friture. les fritures à tort et à travers, la junk food, les sodas, la viande rouge en excès. Oui. Parce que la viande rouge en excès aussi, tout ce qui est acide gras trans, exemple margarine, les gens en mangent à tort et à travers, surtout. alors qu'il vaut mieux manger un peu de beurre que beaucoup de margarine, d'accord? Voilà, donc c'est tout ce qui est... Et puis toute l'alimentation d'aujourd'hui, tout ce qui est burger et tout ce qui la junk food en général. Avec un grand F, oui. Oui. Voilà. Et par rapport aux sucreries, pour l'hypertriglycéridémie, Alors le sucre, c'est vrai qu'il y a le sucre, il faut savoir qu'il y a du sucre caché partout, hein. Oui. En plus de sucre, le sucre blanc qu'on rajoute consciemment dans notre café, le thé ou les gâteaux, il y a des sucres cachés qu'on prend justement en mangeant les aliments agroalimentaires. Il faut toujours vérifier, et généralement c'est pas du glucose qu'ils mettent, c'est du maltose, c'est du fructose, c'est des synthétiques, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à l'alimentation de nos ancêtres, hein, les fruits et légumes de saison, les oléagineux, donc les noix, les amandes et tout, voilà, les fruits et légumes. voilà, une hygiène de vie, on va dire les règles hygiéno-diététiques. On n'a pas d'une parlé manière- de tabac, on n'a pas parlé d'alcool aussi. Donc de nos jours, les c'est parmi les jeunes facteurs fument de de risque plus en plus, ils cardiovasculaire. boivent de plus en plus jeunes. Donc au début, c'est par fun, et après, on voit quand même qu'il y a des dégâts sur la santé. Exactement. Si avec le tabac, la dyslipidémie, les facteurs de risque familiaux surtout, notamment un parent qui a déjà fait un événement cardiovasculaire, et si la personne elle-même elle a une maladie chronique telle qu'un diabète ou une Un terrain inflammé. hypertension, voilà, donc elle est à grand risque, à haut risque, même à très haut risque de développer un événement cardiovasculaire à n'importe quel moment, et elle n'est pas protégée. Alors, en parlant justement de tout ce qui est solution pour ces dyslipidémies, il y a l'alimentation qui a un rôle important. Il y a aussi l'activité physique pour traiter, ou on va dire, pas traiter 100%, mais elle est là, c'est un volet très important pour gérer cette dyslipidémie. Docteur Ouaslilia, l'activité physique, donc elle a un rôle, et elle va corriger ces dyslipidémies, mais comment? Alors, tout à fait, l'activité physique est très très importante. Donc, on préconise au moins 150 minutes d'activité physique par semaine, soit 30 minutes par jour, d'activité physique d'endurance, et 2 jours d'activité physique de renforcement musculaire. Alors, ça a été prouvé par toutes les études que l'activité physique réduisait considérablement la graisse viscérale, elle augmente aussi la sensibilité de l'insuline, elle fait baisser le mauvais cholestérol, elle augmente le bon cholestérol. Donc, Surtout ça, elle augmente le bon cholestérol, parce que ça a été prouvé que l'activité physique fait vraiment augmenter votre HDL ou bon cholestérol, qui est très important pour protéger nos artères. Exactement, exactement. Donc c'est très important. Très bien. Alors, docteur Taharboucht, les patients, ils vont suivre le régime alimentaire, cette activité physique, mais quand est-ce qu'ils vont nécessiter un traitement médicamenteux? Alors très bien, c'est toujours, on recommande l'hygiène de vie, c'est toujours en premier lieu. Après avoir estimé le risque cardiovasculaire du malade. Si malgré des règles hygiéno-diététiques bien conduites à long terme et une estimation du risque cardiovasculaire, on aura toujours une cible devant nous. Si le malade ne peut pas atteindre sa cible de LDL cholestérol, donc c'est toujours supérieur plutôt au seuil de sa cible, on doit instaurer un traitement médical. Et aussi, il faut savoir que l'estimation du facteur de risque est aussi si on est en prévention primaire ou bien en prévention secondaire. La prévention primaire, on peut tolérer ou bien on est à l'aise, on peut laisser le patient sous règles hygiéno-diététiques et on peut temporiser le traitement. Mais une fois en prévention secondaire, on ne peut pas patienter. On doit d'emblée commencer un traitement et toujours associé aux règles hygiéno-diététiques. Très bien. Alors, le traitement hypolipémiant, les statines surtout, on va dire, à chaque fois, ça revient, la question, ça peut causer des effets secondaires, ils sont dangereux pour la santé, et les téléspectateurs, j'imagine, ils se posent la question, pourquoi on va mettre un traitement qui est dangereux? Alors, est-ce qu'il est dangereux ou pas?
Alors c'est bien sûr non. Tant qu'un médecin prescrit un traitement, c'est que c'est un traitement, il est bénéfique plus que dangereux. C'est clair. Il faut savoir que tous les médicaments, chaque comprimé qu'on avale, il a des effets secondaires. Il n'y a aucun médicament indemne d'effets secondaires. C'est pour tous les patients, pour tous les médicaments. De 1 et de 2, il faut savoir que le médecin, avant qu'il prescrit un traitement par statine, on demande toujours un bilan hépatique avant et on demande les enzymes musculaires exactement, aussi. les enzymes musculaires. Si le bilan hépatique est correct, les enzymes musculaires sont correctes, on peut commencer le traitement à l'aise et on réévalue par un autre bilan de contrôle 4 à 6 semaines après. Oui. Donc, on réévalue par un bilan lipidique pour voir le potentiel hypocholestérolémiant des statines et aussi un bilan hépatique, un bilan de retentissement, plus les enzymes hépatiques. Exactement. Si le malade tolère bien, il n'y a aucun symptôme clinique et aucun signe biologique, on peut laisser le traitement et le malade continuera son traitement à l'aise. Il n'y aura aucun Tout à effet fait. secondaire, mais c'est ça, on incite le malade à faire régulièrement leur bilan, à faire régulièrement leur consultation et prendre régulièrement leurs médicaments. Exactement. Alors, avant de prescrire n'importe quel traitement, les médecins, en tant que médecins, on va dire, on pèse le pour et le contre pour le patient, surtout la balance bénéfice-risque chez ce patient, et comme ça qu'on va prescrire ce traitement. Généralement, on va demander des bilans avant le traitement et en cours de traitement pour justement surveiller ces effets secondaires. J'imagine que vous lisez la notice à chaque fois que vous avez un médicament. C'est un bon réflexe, mais sachez que le médecin, il fait très attention aux effets secondaires des médicaments qu'il est en train de vous prescrire. Alors, docteur Benseman, les conseils diététiques par rapport à ces dyslipidémies? Alors les conseils diététiques, ils sont très simples. Soit il a une augmentation du cholestérol, on va prendre donc tout ce qui est acide gras trans et tout ce qui est riche en gras saturé, donc on va le diminuer, d'accord? Donc acide gras trans, c'est à proscrire. C'est non négociable, d'accord? Mais les acides gras saturés, comme par exemple les viandes rouges, on ne va pas éliminer parce qu'on si on élimine, on va se retrouver dans des déficits protéiniques sévères avec sarcopénie et vous connaissez les conséquences. Donc on va conseiller par exemple de la volaille blanche, généralement sans chair, du poisson quand il est disponible. On sait qu'en Algérie, on a notre poisson fétiche, c'est la sardine, d'accord? On va donc expliquer au patient qu'il fait une assiette équilibrée, à savoir des fruits et légumes variés, c'est ce qu'il faut, des féculents, par exemple complets, pas la farine blanche, d'accord, et un apport en protéines entre les œufs, les volailles et le poisson. Voilà, avec moins de viande rouge qui est riche en acides gras saturés. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer à la chronique. Donc, Dr Abdelmoumen Sarah nous a ramené une nouveauté, une actualité sur le cholestérol. Voilà. Donc, les traitements surtout du cholestérol et de l'hypertriglycéridémie familiale. Voilà. Alors, comme on l'a constaté depuis tout à l'heure, on parle de dyslipidémie familiale. Exactement. En consultation, on en rencontre de plus en plus. C'est la forme héréditaire du cholestérol élevé. Contrairement aux idées reçues, le patient ne mange pas mal. C'est pas un problème au niveau de l'assiette, mais au niveau des gènes. Ce qui se produit, c'est que le foie n'élimine pas correctement le LDL. Il va s'accumuler au fur et à mesure et dès le jeune âge quand c'est une forme familiale. Et ça crée des facteurs de risque cardiovasculaire silencieux parce que ça commence dès le jeune âge quand c'est familial. La bonne nouvelle, c'est que les recherches évoluent énormément sur ce sujet. En premier, on a tout parlé de dépistage. Donc là, maintenant, concrètement, dès qu'une personne est diagnostiquée, on recommande, on impose en quelque sorte un dépistage des parents, frères et sœurs et aussi les enfants pour agir précocement. Parce que dès qu'on agit tôt, les complications sont minimes. Vous êtes d'accord, docteur? Sur le plan thérapeutique, il y a plusieurs traitements innovants, d'où, en plus des statines qu'on connaît tous, il parle d'injections. C'est des injections qui vont faire baisser le taux de LDL chez les personnes qui ont des problèmes de gènes.
dont le problème est génétique et non pas leur alimentation. Et la recherche ne s'arrête pas que là. Ils vont directement, c'est un traitement innovant en voie de progression, ils vont agir directement sur ces fameux gènes, dans l'exemple le CPK-S9. Donc du coup, ce gène va être modifié en quelque sorte, malgré que c'est en voie d'évolution, mais ça ouvre une nouvelle ère sur le développement et la prévention cardiovasculaire qui est primordiale. C'est notre thème d'aujourd'hui. Donc la thérapeutique a beaucoup changé. Donc en plus de l'hygiène de vie, des statines, là on va proposer une thérapie adaptée, personnalisée, qui commence dès le jeune âge par le dépistage et surtout agir sur un traitement ciblé directement. Voilà. Donc c'est d'où l'intérêt du dépistage par rapport à ces dyslipidémies familiales. Donc place maintenant aux questions des téléspectateurs. Vous nous avez posé des questions par rapport à ces dyslipidémies. Et la première question est pour vous, docteur Tahar Boucht. Donc la patiente, elle dit: mon médecin m'a donné un bilan lipidique en même temps qu'un bilan de la thyroïde. Quel est le lien entre les deux? Très bien. Alors, il faut savoir qu'une dysthyroïdie donnera une dyslipidémie. Le rapport, c'est que quand on a une hypothyroïdie, donc un taux de TSH élevé, peut causer une hypercholestérolémie, donc une augmentation de LDL cholestérol. Et le contraire est juste. Donc, une hyperthyroïdie, un taux de TSH bas, peut causer une hypocholestérolémie, donc un LDL cholestérol bas. C'est pour ça, avant d'instaurer un traitement anti-cholestérolémien ou bien un traitement lipémien, on doit d'abord checker la thyroïde. On se rassure qu'il a une bonne fonction thyroïdienne. Dans ce cas-là, on peut se focaliser sur le bilan lipidique et ensuite les règles hygiéno-diététiques ou bien en instant un traitement médical. Oui. Avant de traiter, il ne faut jamais traiter un bilan lipidique avec un bilan thyroïdien perturbé. Oui. Voilà. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est pour vous, docteur Benseman. C'est une question sur les oméga 3. Alors, on entend souvent parler des oméga 3. Est-ce qu'on consommer peut vraiment aider à faire baisser le cholestérol et les triglycérides? Absolument, je suis d'accord avec la personne qui a posé la question. C'est vrai qu'elle est dans le questionnement, mais je la rassure parce que c'est vrai que les oméga 3, ils ont un effet anti-inflammatoire, contrairement aux oméga 6 et avec les acides gras trans et les acides justement, les huiles hydrogénées qui vont augmenter les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Mais avant de commencer ces oméga 3, il ne faut pas les prendre d'une manière comme ça aléatoire seule. Il faut diminuer le taux de la charge des oméga 6 et ramener les oméga 3 pour qu'on ait justement le bénéfice de cet apport. Et il faut savoir que les oméga 3, en complément, ils existent en Algérie, donc il y a de très bons compléments en Algérie, mais bien sûr, on ne va pas les prendre à vie. C'est-à-dire qu'en changeant son alimentation, c'est-à-dire avec l'apport de tous les aliments qui sont riches en oméga 3, à savoir avocat, grains de lin, poisson, sardines, il y a les huiles d'olive aussi, c'est les oméga 9 aussi qui ont un effet anti-inflammatoire. Donc on donne ces oméga 3 pour justement pallier à ce gap et à ce terrain inflammatoire. Au bout d'un certain temps, quand tout rentre en ordre, à savoir le terrain inflammatoire et le bilan inflammatoire rentre en ordre et le patient a déjà adopté c'est-à-dire qu'il y a un ancrage d'une bonne alimentation équilibrée, on commence à diminuer ces compléments alimentaires et après on revoit le patient soit tous les 3 mois, soit tous les 6 mois, ça dépend du terrain et les maladies qui existent. Alors c'est important de souligner que ces compléments alimentaires sont prescrits par un médecin de préférence, ne pas les prendre comme seuls et sans avis médical. Absolument. Alors la troisième question, c'est pour vous, docteur Khouas Lilia. Donc le patient se demande pourquoi le traitement de l'hypercholestérolémie doit être pris le soir. D'accord. Alors, pas toutes les statines, donc c'est surtout les statines qui ont une courte durée d'action. C'est-à-dire c'est les statines qui agissent rapidement. On préfère les donner le soir parce que l'enzyme qui synthétise le cholestérol, qui est l'HMG-CoA réductase, son activité maximale est le soir et avec un pic entre minuit et 3 heures du matin. Donc c'est pour ça qu'on préfère donner le soir, mais avec les statines de courte durée d'action. Et aussi, c'est une question aussi d'observance du traitement. Parfois, il y a certains patients qui présentent
moins de myalgie, d'effets secondaires le soir, donc on préfère donner le soir. Voilà. D'accord. Alors, rapidement, les différents traitements de l'hypercholestérolémie, on a les statines, on a les molécules qui ont été citées par Dr Abdelmoumen par rapport aux nouveautés. Il y a d'autres traitements déjà par rapport, par exemple, à l'hypertriglycéridémie. Dans quel traitement exactement? Est-ce qu'il y a l'alimentation, l'activité physique, mais est-ce qu'il y a un médicament? Alors, quand on a une hypertriglycéridémie, donc on a deux cas de figure. On a soit une augmentation des triglycérides seuls, dans ce cas-là, on donne les fibrates. Mais quand l'hypertriglycéridémie est associée à une hypercholestérolémie, donc dans les dyslipidémies mixtes, on préfère commencer par les statines. Pourquoi? Parce qu'on préfère cibler d'abord le cholestérol, le LDL cholestérol, qui est à l'origine des complications cardiovasculaires. Et généralement, quand on donne une statine, on normalise le cholestérol et les triglycérides aussi, donc les deux. Tout à fait. Alors, docteur Tahar Boucht, quel message essentiel faut-il passer au grand public par rapport à l'élévation du cholestérol? Alors, le message clé, brièvement, c'est l'hygiène de vie. C'est les bonnes règles hygiéno-diététiques. Alors, c'est l'alimentation saine, c'est l'activité physique, comme le docteur a déjà bien détaillé. Donc, c'est l'alimentation saine et l'hygiène de vie à long cours, bien sûr, et ne pas faire des hauts et des bas. C'est toujours, il faut maintenir un bon rythme, l'hygiène de vie, alimentation saine et l'activité physique. Plus. Tout à fait. Voilà. Et quand il y a un parent ou un membre de la famille qui fait un événement cardiovasculaire, il faut faire très attention, se faire dépister, faire un bilan juste pour checker si on a une hypertriglycéridémie ou une hypercholestérolémie familiale, une dyslipidémie familiale en général. Exactement. Oui. Alors, une fois on a un parent de premier degré présentant une maladie cardiovasculaire ou bien une crise cardiaque, un AVC, c'est une sonnette d'alarme. C'est un facteur de risque. Exactement, c'est un facteur de risque très important. Il faut savoir que l'hérédité aussi, c'est un facteur de risque. Il faut vraiment traiter et intensifier les mesures hygiéno-diététiques. Et si ça ne donne pas, il faut commencer par un traitement d'abord. Tout à fait. Et docteur Benseman, un dernier conseil pour les patients par rapport aux règles hygiéno-diététiques? Alors par rapport à ça, s'il vous plaît, revenez à l'alimentation saine. Il y a des fruits, il y a des légumes de saison, il y a des épices, il y a des tisanes. On n'en a pas parlé. L'huile d'olive aussi. L'huile d'olive, il y a le thé, il y a l'ail, il y a le psyllium, il y a le fenugrec, tout ça qui ont justement le psyllium, si je dois en parler. Le psyllium, je ne sais pas comment on appelle ça en arabe. Il suffit que de le prendre avant les repas. Qu'est-ce qu'il va faire le psyllium? S'il y a de l'inuline, il va justement capter le cholestérol, celui alimentaire. Donc s'il est capté, il est fixé, il va être éliminé comme déchet, il ne va pas être absorbé. Pour ceux qui ont généralement un problème de cholestérol élevé. Par exemple, le fenugrec aussi, il a aussi cet effet. Il y a les feuilles d'artichaut aussi. Donc il y a plein de comment dirais-je, de solutions naturelles qu'on peut utiliser et qu'on peut inclure dans le curcuma, par exemple. Oui. Tout le monde a du curcuma, de la cannelle, le clou de girofle. Tout ça, on peut l'intégrer dans notre alimentation au quotidien. Mais il ne faut pas en abuser, c'est de la mangeant. cannelle et de ces... Il faut en manger pour en Voilà. abuser. Ils n'en mangent pas, les gens. Donc, il y a un manquement terrible déjà d'introduire ce genre d'épices ou de plantes dans nos vies, d'accord? Dans nos vies au quotidien. Les graines de courge aussi, elles sont... Les graines de courge, elles ont un effet anti-inflammatoire. Les graines de lin, pourquoi? Parce qu'elles sont riches en oméga 3. Ça rejoint là la question, d'accord? Et il y a les feuilles d'artichaut, il y a le fenugrec, il y a la berberine aussi. Si on est en insulinorésistance ou en prédiabète ou en diabète de type 2, donc la berberine donne énormément. Donc, il y a plein de solutions hygiéno-diététiques. Le sommeil, c'est important. Oui. Dormir. Éviter le stress et bien Le dormir. stress, c'est gérer le stress parce que le stress est toujours là, il vit avec nous. Mais comment le gérer, ça s'apprend. Tout à d'accord? fait. Il ne faut pas laisser les choses se déborder et justement retentir sur notre santé. Exactement. Et puis, par rapport à l'huile d'olive, docteur Benseman, il faut en consommer, mais il ne faut pas trop aussi. Il ne faut pas aller dans l'excès. Elle est très bonne pour notre Qui va santé. dans l'excès? Je ne connais pas une personne qui prend l'huile d'olive au goulot. C'est lui qui est né en mangeant de l'huile d'olive. Voilà. Donc, Bah oui, on a justement nos habitudes alimentaires. On la prend soit en salade, soit dans des soupes. L'huile d'olive, je ne pense pas qu'il y ait de l'excès. D'accord? Oui. Je ne
pense pas. Parce Après, il y a des patients où, lorsqu'on leur conseille de l'huile d'olive, ils vont aller la consommer en excès. Il faut oui, juste. ça, voilà. Tout excès n'est pas bon. C'est-à-dire, même quand on parle d'hydratation, l'hydratation est importante. Il y a des personnes qui à peine inférieur à 1 litre par jour, 2 verres d'eau. Oui. Je dis, mais madame ou monsieur, vous êtes fait d'eau, il faut se réhydrater. Donc après, ils vont dans l'extrême. Non. De 500 cc, ils vont à 4 litres. Ça, c'est faux. Oui. Tout trop n'est pas bon. Tout à fait. Restez dans le milieu et dans la modération et dans la diversité. Tout à fait. Voilà. Et puis, par rapport à l'activité physique, commencez par déjà faire de la marche. Parce que c'est déjà une activité physique. On la recommande. Faire la marche 1 jour sur 2 pendant 30 minutes pendant toute la semaine. Ça peut vous protéger vos artères et votre cœur des maladies cardiovasculaires. Docteur Rouas Lilia, un dernier conseil pour le patient qui vient juste de découvrir une dyslipidémie. Alors, je dirais déjà pas de panique parce que la plupart des dyslipidémies sont réversibles. Donc, c'est l'occasion pour vous de vous corriger, de corriger vos habitudes de vie. Et puis voilà, pour commencer une activité physique, faire un rééquilibrage alimentaire. Surtout pour prévenir les complications cardiovasculaires et pas que, parce qu'il y a aussi d'autres complications. Il y a la stéatose hépatique, il y a l'insulinorésistance. Exactement. Il y a aussi les pancréatites aiguës. Tout à fait. Donc voilà. Donc le patient doit être attentif à tous les symptômes, à son corps aussi, protéger ses artères, son cœur, son pancréas, tout le métabolisme en général. Docteur Abdelmoumen Sarah, un dernier conseil? Bon oui, pour conclure, voilà, je dirais que l'hypercholestérolémie ou toutes les dyslipidémies, on ne les ressent pas, mais leurs complications, si. Donc il faut chercher, dépister et surtout agir à temps avant d'arriver aux complications. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Merci. Alors mes docteurs, merci pour votre participation. Docteur Tahalbouch Esma, merci pour vos conseils, les conseils que vous avez et surtout les informations que vous avez apportées ce soir. Merci à vous aussi, je suis ravie d'être parmi vous et moi aussi je me suis bien bénéficiée des avis des docteurs. Merci. Alors docteur Rouas Lilia, merci pour votre participation et tous les éclaircissements que vous avez apportés ce soir. Merci, tout le plaisir était pour moi. Docteur Benseman Nabila, donc merci pour les conseils diététiques. J'imagine que nos téléspectateurs ils ont vraiment bénéficié de tous vos conseils. Merci pour votre participation. Je vous remercie, docteur Vidette. J'espère qu'il y aura d'autres émissions dans ce sens pour la sensibilisation surtout. Et comme elle a dit le docteur Sarah, c'est pour prévenir, donc identifier, sensibiliser et prévenir les comment dirais-je, les maladies cardiovasculaires graves et qui peuvent être irréversible de temps en temps. Tout à fait. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc, le message à retenir, c'est que cette maladie, les dyslipidémies, c'est une maladie qui est fréquente, qui n'est pas anodine. Donc, suivez bien les conseils qu'on vous a donnés ce soir et surtout, faites-vous dépister parce qu'un diagnostic et une prise en charge à temps et, on va dire, une prise en charge précoce permettront de vous éviter toutes les complications cardiovasculaires. On arrive à la fin de notre émission, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une agréable soirée et à bientôt.